Bonjour à toutes et tous, cette deuxième capsule à propos du cours du mardi 17 mars. Donc on va démarrer ensemble le chapitre 11. Donc le PDF est sur le NT, vous l'avez en pièce jointe. Je vous recommande, comme dans un message précédent, de ne pas imprimer ce PDF mais de recopier le cours pour faire un effort de mémorisation. Alors, dans ce chapitre, donc une première partie qui reprend l'activité qu'on a corrigée dans la capsule précédente. Donc on parlait du chlorure de sodium, avec ici les ions chlorure en vert, les ions sodium en violet. L'électronégativité de l'atome de chlore est très supérieure à celle de l'atome de sodium. Donc le chlore attire davantage à lui les électrons que le sodium, et donc s'approprie euh, complètement les électrons, et ce qui fait que l'atome de chlore se transforme en ion chlorure chargé Cl-, quand l'atome de sodium est lui entièrement dépouillé de son électron et donc se retrouve sous forme d'ion. Donc l'interaction qui maintient la solidité du cristal ionique, c'est l'interaction coulombienne en F égale KQQ' sur D carré. Et là, comme on l'a vu dans l'activité précédente, la distance qui sépare les charges de signes opposés est plus courte que la distance qui sépare les charges de même signe. Donc, comme l'interaction coulombienne étant 1 sur d carré, la distance étant plus courte pour des charges opposées, eh bien la force sera plus grande. Et c'est cette force d'interaction de type attractive, puisque entre charges opposées, qui maintient la cohésion du cristal. Hein, il existe évidemment des forces répulsives entre des charges de même signe, donc entre les ions chlorure d'un côté, entre les ions sodium de l'autre, mais ces forces sont plus faibles puisque les distances entre les charges sont plus grandes. Les distances sont plus courtes entre des charges de signes opposés. Donc, comme vous le voyez ici, un solide ionique est composé d'un empilement régulier d'anions et de cations, charge négative, charge positive. La cohésion du solide est liée aux interactions électrostatiques, donc les interactions électrostatiques attractives étant supérieures aux interactions répulsives entre les charges de même signe. Alors, pour un solide moléculaire, cette fois-ci, donc là on était dans le cas d'un solide ionique. Quand on a un solide moléculaire, donc là il en existe de deux types, soit les molécules polaires, soit les molécules apolaires. Pour les molécules polaires, type HCl par exemple, hein, l'électronégativité du chlore est plus grande que celle de l'hydrogène, mais pas suffisamment pour que le chlore s'accapare complètement la charge. Et bien en fait, il va exister des interactions de type Van der Waals, marqué dans les deux cas. Mais là, en fait, le solide moléculaire est donc électriquement neutre, hein, mais il va se disposer régulièrement en alternance de charge partielle delta plus, charge partielle delta moins, etc. Donc, vous le voyez ici, qui vont faire que c'est ça qui va donner à la cohésion, ces interactions attractives, hein, ici entre des charges de signes opposés, des interactions de Van der Waals entre des charges de signes opposés, qui vont permettre la cohésion entre les molécules. Alors, pour les molécules apolaires, on peut se demander ce qui se passe, parce que là, dans les molécules apolaires, exemple ici le diode, l'électronégativité des deux atomes d'iode est évidemment identique, puisque c'est le même atome. Mais par contre, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a ce qu'on appelle des moments dipolaires instantanés qui apparaissent, c'est-à-dire que les électrons, il existe un mouvement des électrons dans les nuages électroniques ici, et ces électrons ce nuage électronique va se rapprocher d'un des deux atomes, donc on va avoir provisoirement une charge partielle delta moins, et donc l'autre, de l'autre côté, forcément sera un peu plus delta plus, et donc ça c'est deux atomes d'iode. Les deux atomes voisins vont donc être influencés par le fait qu'on a eu un mouvement d'électrons ici, et donc on va avoir des charges partielles instantanées qui vont se créer comme ça localement, dans un sens puis ou dans l'autre. Et donc là, tout ça, c'est ce qu'on appelle des interactions de type Van der Waals, donc qui sont toujours présentes, qu'on ait des molécules polaires ou apolaires. Alors, il peut exister aussi des ponts hydrogènes, qu'on appelait avant les liaisons hydrogènes. Ce sont des cas particuliers d'interactions de type Van der Waals, plus fortes que les interactions de Van der Waals classiques. Le pont hydrogène, c'est une interaction uniquement attractive, et elle s'établit entre un atome d'hydrogène,
qui doit être liée à un atome plus électronégatif que l'hydrogène, ce qui fait que l'hydrogène se retrouve avec une charge partielle delta+. Et elle va être créée, cette interaction type pont hydrogène, entre cet atome d'hydrogène delta+, et le doublet non liant d'un autre atome, qui doit être très électronégatif, donc avec une charge partielle delta- et un doublet non liant. Donc là, vous avez un exemple ici dans le cas de l'eau. Donc je vous l'ai dit avant, on parlait de liaison hydrogène, maintenant on parle de pont hydrogène. Le doublet non liant de l'atome d'oxygène se lier avec cet atome d'hydrogène là. L'atome d'oxygène ici est delta-, l'atome d'hydrogène est delta+, puisqu'il est moins électronégatif que cet atome d'oxygène. Et donc on a ici des liaisons, ou des ponts hydrogène, comme on va le dire maintenant, qui s'établissent, comme vous pouvez le voir aussi ici, là, la liaison hydrogène, ou le pont hydrogène, entre l'atome d'hydrogène et le doublet non liant de l'atome d'oxygène. Alors, l'eau est une molécule polaire, on l'a vu lors du TP de jeudi dernier. Donc, comme l'eau est une molécule polaire, le solvant eau est un solvant polaire. On l'a vu aussi, il solubilise très bien les solutés polaires ou les solides ioniques, parce que des interactions électrostatiques attractives entre les charges des ions du soluté et les charges partielles des molécules d'eau vont s'établir. Donc la dissolution, en fait, elle va se faire en plusieurs temps, comme on va le voir ici sur cette animation. Alors, on voit les molécules d'eau qui apparaissent, en rouge l'oxygène, en gris l'hydrogène. Et donc on voit que les molécules d'eau vont arracher les ions sodium d'un côté et les ions chlorure de l'autre, mais pas tout à fait dans la même position. Si vous notez bien ici, les ions chlorure vont se retrouver entourés des atomes d'hydrogène de la molécule d'eau, parce que les atomes d'hydrogène ont une charge partielle delta+. Quand les ions sodium vont eux se trouver entourés par les atomes d'oxygène par l'atome d'oxygène de la molécule d'eau, que lui porte une charge partielle delta-. Donc cette réaction de dissolution de solide ionique dans l'eau se fait en... La première, c'est la dissociation. Donc les molécules d'eau s'approchent des ions Na+, et Cl- ici dans le cas de NaCl, enfin en tout cas des ions, des cations et des anions du cristal ionique, arrachent ces cristaux, puis entourent, c'est la deuxième étape qu'on appelle la solvatation ou hydratation dans le cas de l'eau, donc entourent ces cations et ces anions, entourent par les atomes d'hydrogène pour les anions et par les atomes d'oxygène pour les cations. Et ensuite, on a la dispersion dans la solution. Alors, une deuxième illustration de ceci. Donc là, vous voyez les molécules d'eau qui approchent, qui arrachent les ions sodium et les ions chlorure. Et bien la différence ici, close-up view, là on voit de plus près ce qui se passe pour l'ion chlorure, avec les atomes d'hydrogène qui se rapprochent. Donc là, pour les élèves bilingues que vous êtes tous, donc, je vous laisse le temps de le lire. Donc on a d'abord séparation puis dispersion dans le liquide, et c'est la partie négative, les anions ici, les ions chlorure, donc, qui se retrouvent entourés par les hydrogènes. Et deuxième ici, cette fois-ci le cas des ions sodium, où ça va être entouré par d'abord la dissociation, ensuite la solvatation, mais cette fois-ci par les atomes d'oxygène qui ont une charge partielle delta-, quand l'ion sodium a une charge entière positive. Et la dispersion des ions dans la solution, comme vous le voyez ici. Tout est dispersé. Alors, je reviens sur la partie cours. Donc, équation de la réaction de dissolution. Donc, la dissolution du solide ionique est modélisée par une équation de réaction de dissolution qui doit respecter et la conservation des éléments et la conservation de la charge, comme toujours. Donc, un solide ionique est électriquement neutre, ce qui fait que, eh bien, on aura autant de charges positives que négatives. Donc là, ici, ça nous fera n fois le cation chargé positivement, P+, et P fois l'anion chargé négativement. N fois P+, plus P fois N- doit être égal à 0, puisque ici, on aura 0. Donc, exemple concret pour que ce soit un peu plus parlant, sulfate de potassium. On se retrouve avec, au niveau de
Au niveau de la conservation des éléments, on a 2 potassium, 1 soufre, 4 oxygène, 2 potassium, 1 soufre, 4 oxygène. Une charge totale à gauche qui est nulle, le solide ionique est électriquement neutre, donc la charge totale à droite doit être nulle aussi. On aura 2K+, plus SO4 2-, on aura 2 charges positives pour les 2K+, et un anion mais chargé 2-, donc on a 2 charges plus, 2 charges moins, ce qui nous fait bien une conservation des éléments, mais également conservation de la charge. Alors, ce qu'on peut noter ici, c'est que un soluté K2SO4 va nous donner 2 ions K+, et un ion SO4 2-. Et donc on va voir que ça va avoir une conséquence sur la concentration en quantité de matière des ions dans la solution. Donc la concentration des cations, ce sera la quantité de matière des cations sur le volume de solution. La concentration des anions, ce sera la quantité de matière des anions sur le volume de solution. Et la quantité de matière des cations et des anions va dépendre de l'équation de dissolution. Ici, vous avez un solide ionique qui va, donc K2SO4, qui nous donne 2K+, et 1 SO4 2-. La quantité de matière initiale de K2SO4, on la note N0. Comme c'est notre seul réactif, c'est forcément le réactif limitant. À l'état final, la quantité de matière de K2SO4, elle vaudra 0. Et elle vaut N0 moins Xmax. Ce qui signifie que Xmax est égal à N0. Ici, pour K+, à l'état final, on aura 2 Xmax. Pourquoi 2 Xmax? Parce qu'on a 2K+. Et pour SO4 2-, on aura 1 Xmax parce qu'on n'a que 1 SO4 2-. Reprenez le chapitre sur les tableaux d'avancement. Si cette partie-là vous semble un peu floue, c'est important ici. N0 moins 1 Xmax parce que le coefficient stoichiométrique il vaut 1. Ici, on a 2 Xmax parce que le coefficient stoichiométrique vaut 2. Et là, Xmax parce que le coefficient stoichiométrique vaut 1. Xmax vaut forcément N0 puisque le seul réactif c'est K2SO4. Donc N0 moins Xmax égale 0. Donc Xmax égale N0. Et donc la concentration à SO4 2- vaudra quantité de matière de SO4 2- sur le volume de solution. Donc la quantité de matière de SO4 2- ce sera Xmax, soit N0, donc N0 sur le volume de solution. Et pour la concentration en K+, ce sera quantité de matière de K+, sur le volume de solution. La quantité de matière de K+, ce sera 2Xmax, donc 2N0, puisque Xmax égale N0, donc 2N0 sur le volume de solution. Un petit récapitulatif ici. Solide ionique, solide moléculaire avec les situations polaires ou apolaires. Pont hydrogène, cas particulier de liaison de Van der Waals, mais plus forte, entre les atomes d'hydrogène et des atomes très électronégatifs qui portent un doublet non liant. Les 3 étapes de la dissolution d'un solide ionique dans l'eau, la dissociation, la solvatation et la dispersion. Donc ici, solvatation, dissociation, dispersion, vous les avez là. Et enfin, l'équation de la réaction de dissolution, donc avec un exemple qui est traité ici. Et donc on fera des exercices évidemment là-dessus. Je vérifie que je vous ai parlé de tout, parce que j'avais sorti quelques animations. Donc ça, c'est vrai que je ne vous l'ai pas remontré, mais on en avait parlé dans l'activité de la première capsule. Donc les forces électrostatiques attractives entre Na+, et Cl-, qui sont plus grandes que les forces électrostatiques répulsives entre... oui, là j'ai une petite erreur ici, c'est entre forces électrostatiques répulsives, c'est entre Cl- et Cl-, ou entre Na+, et Na+. Bon, donc là, hop, on passe vite. Ça je vous ai montré, ça aussi, ça également. Bon. Donc c'est la fin de cette deuxième capsule. Vous reprenez bien le cours. Le cours est à connaître. Vous le recopiez, histoire de l'assimiler. On fera évidemment des exercices là-dessus, qu'on corrigera. Donc le prochain cours, c'est jeudi. Ce ne sera pas un TP, ce sera un cours. On corrigera les exercices que vous avez sur le NT, mais en rapport cette fois-ci avec le chapitre 10. On bouclera le chapitre 11, miscibilité, solubilité, et puis on démarrera le chapitre 12 sur la nomenclature. Voilà, bonne journée, bon courage et restez confinés.